Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi maintenant que vous m'entendez mieux, puisque mon épouse m'a gentiment prêté son micro. Normalement pour les prochaines vidéos, le son désormais sera de meilleure qualité, en tout cas j'espère. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez mieux. Je vous remercie, tout d'abord, je vous remercie énormément pour le retour que vous avez fait sur la vidéo précédente. Il y a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de réactions. En plus, tout le monde a été très cordial, etc. Je vous remercie déjà pour tous vos retours. Il y avait des gens intéressés par la Switch 2, des gens qui voulaient attendre un peu plus, ce qui est de toute façon la meilleure position, quoi qu'il arrive à chaque sortie de console. Attendre et voir, c'est toujours on gagne toujours à être patient de toute façon. Et puis voilà, des enthousiastes voilà, qui voulaient partager aussi leur retour positif. Donc c'était vraiment très très agréable. Donc je vous remercie beaucoup pour votre retour sur la précédente vidéo. Et du coup, comme promis, je vous fais désormais mon retour sur les jeux. Parce que voilà, un avis sur la console c'est bien, mais une console sans jeu ça veut pas dire grand chose. Je pense que vous serez d'accord. Et donc maintenant la console est sortie depuis un tout petit peu plus de 3 semaines. Et alors, de base, je pensais vous faire la vidéo directement après la précédente. Et au final, j'ai bien fait d'attendre un tout petit peu, puisque entre-temps, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, est sorti Raidou Remaster. Et du coup, j'ai pu y jouer aussi. Donc du coup, je vais le rajouter. On va dire que ça va être les jeux de la fenêtre de lancement de la Switch 2, donc des 2 premières semaines de lancement. Et quelqu'un vient de passer en mobilette dans la rue, mais c'est pas grave. Comme vous pouvez voir, il y aura toute une flopée de jeux. Voilà, j'ai pu quand même essayer une grosse variété de jeux. Il y a ceux que j'ai en boîte, il y a aussi ceux que j'ai en deux que j'ai en démat en particulier, dont on va parler. Et on laisse passer la mobilette. Donc voilà, donc je vous propose sans plus tarder de revoir tous ces jeux. Donc encore une fois, c'est un avis qui vaut ce qu'il vaut. Il y a des jeux sur lesquels il y a des jeux que j'ai beaucoup poncé, évidemment. Il y a des jeux sur lesquels j'ai fait quelques heures, histoire de me faire une idée de la qualité du portage. Voilà, donc de toute façon, je vous le dirai au cas par cas. À tout seigneur, tout honneur, évidemment, le roi du lancement, c'était évidemment Mario Kart World. Donc comme j'ai pris la version bundle, donc j'ai eu un code de téléchargement. Donc j'ai pas de boîte à vous montrer. Mon avis sur Mario Kart World, c'est probablement le jeu auquel j'ai le plus joué jusqu'à présent sur ces 3 premières semaines. Énorme surprise, hot take de folie, j'adore le jeu. Voilà, je trouve qu'il est excellent. Après, voilà, ça va être en fait la grosse question quand on parle quand on passe après un Mario Kart 8 qui était à ce point, Mario Kart 8 Deluxe plus les DLC qui étaient à ce point fantastique, qui a fait de l'unanimité, je pense, alors que pourtant, voilà, chacun avait son Mario Kart préféré. J'ai l'impression en tout cas que jusqu'à Mario Kart 8, tout le monde avait un peu son Mario Kart préféré. Et puis le 8, c'est un peu l'épisode qui a mis tout le monde d'accord. Donc c'est très dur de passer après un épisode aussi marquant, que ce soit en termes critiques et aussi en termes de vente. Voilà, c'est un peu de la folie. Je crois qu'il y a on a plus de 60 millions de ventes, enfin, c'est n'importe quoi. Je suis très content qu'ils soient partis sur une. Alors, ils n'ont pas révolutionné la série dans le sens où les mecs font pas de la course à pied, mais il y a quand même beaucoup de changements qui ont été apportés, et je trouve, en fait, ce Mario Kart World, pour tout vous dire, j'ai eu un espèce d'effet qui se coule. Au tout début, je l'ai lancé, je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé très fun. Euh, Il y avait un petit côté, voilà, à part les courses qui sont différentes, à part évidemment le mode survie qui est excellent, on est plus ou moins à la maison, etc. Et puis en fait, c'est petit à petit, et je pense que c'est autour des, je sais pas, 7-8 heures de jeu, en fait, ça a fini par cliquer. Que ce soit le saut chargé, le wall ride, etc., la découverte des nouveaux raccourcis, aussi de voir les gens, voir des extraits sur Twitter ou sur YouTube, vraiment des très très bons joueurs, voir comment ils jouent, se rendre compte que en fait, dans des mains expertes, le jeu il ressemble à Tony Hawk Pro Skater, en fait, ça m'a bluffé et ça m'a vraiment donné envie de m'y mettre. Et honnêtement, c'est la première fois depuis très 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 longtemps que que je me suis pas acharné sur un Mario Kart avec vraiment la volonté d'essayer de bien jouer, d'essayer de vraiment, au-delà de faire des courses entre potes, etc., mais vraiment essayer de faire des temps, essayer d'optimiser les trajectoires.
Et là, je découvre une. Alors, ça a toujours été dans Mario Kart, il y a toujours eu ces deux couches de gameplay, mais en tout cas, pour moi, vraiment, c'est l'ajout de toutes ces nuances de gameplay. Et puis aussi, enfin voilà, ça m'a vraiment mis dedans. Et puis, je le trouve, mais alors, mais tellement beau. Ça me fait tellement plaisir de voir un jeu Nintendo, euh, surtout de l'univers de Mario, qui a une vraie patte graphique, un vrai, comme une vraie direction artistique. Parce que pour moi, c'est toujours le problème avec les jeux Nintendo, en tout cas Mario et dérivés en particulier. C'est toujours des très beaux jeux d'un point de vue technique, c'est rare que ce soit des jeux qui soient bâclés. C'est juste que parfois, ils sont un peu trop lisses, un peu trop fades, un peu trop neutres. Et là, celui-là, que ce soit les costumes des personnages, euh, la vie dans les décors, vraiment, c'est ce qui me... Il y a des moments, les décors, c'est Interville, quoi. Enfin, il se passe tout le temps un truc, des mecs sur des échasses, des boulets de canon, des trucs à éviter. Enfin, c'est vraiment, il manque plus qu'une vachette, et c'est vraiment Interville. Ça fourmille de vie, de détails, de références, etc. Enfin, c'est ultra agréable. En fait, le jeu est beaucoup plus beau que... beaucoup plus beau que... Enfin, plus on regarde dans les détails, plus on voit à quel point le jeu est travaillé. Et ça fait vraiment plaisir. En plus, le jeu est vraiment très riche. Et alors, je comprends qu'il y a eu des déçus par rapport au mode balade. C'est-à-dire que, en fait, moi aussi, je pensais en fait que ça allait être un mode où on allait être où il y allait avoir une campagne, où on va nous dire va ici, va là, en tout cas nous pointer un peu en direction des différentes activités, et en fait on est complètement lâché, et c'est vraiment à nous de chercher, et en fait ça lui donne un côté, moi au final je le trouve très sympa dans le sens où c'est un côté très zen, c'est presque du wholesome gaming en fait, c'est vraiment très détente, on se promène, on découvre la carte, etc. On va tomber sur des activités parfois fun, parfois un peu quelconques, mais c'est très plaisant. Donc voilà, moi j'ai que des bonnes choses à dire. Le fait que est-ce que ça sera le Mario Kart ultime, je pense que ça n'appartient que à Nintendo. Je pense que c'est une excellente base. Je pense que c'est vraiment une base ultra solide, avec beaucoup de contenu, avec un gameplay vraiment au top. Et maintenant, ça va tenir dans les mises à jour, dans les futurs contenus, parce qu'évidemment, il y aura du DLC, payant, gratuit, bon, ça on verra, mais je pense que ça va être vraiment dans la manière dont Nintendo va accompagner le jeu, va faire vivre la communauté en ligne, comme ils peuvent le faire par exemple avec Splatoon, en créant des événements, etc. Donc je pense qu'il y a une excellente base. Tel quel, pour moi, c'est vraiment un jeu de lancement ultra solide, il n'y a aucun souci. Le jeu remplit son office, son objectif. Maintenant, voilà, sa légende va s'écrire dans le temps. Mais pour l'instant, je suis extrêmement satisfait. Alors je vais essayer de ne pas passer autant de temps sur tous les jeux, parce que sinon la vidéo va être interminable. Euh, Tant qu'on est dans le démat, je vais rapidement mentionner, très rapidement, euh, le fameux Welcome Tour, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, qui a fait couler beaucoup d'encre. Il aurait dû être inclus dans la boîte, etc. Et nanani, nanana. C'est inacceptable que le jeu coûte 10 euros. Écoutez, moi je l'ai, j'y ai joué, j'y ai passé du temps. Je trouve le jeu très sympa. Voilà, je trouve que en fait, 10 euros, c'est effectivement le tarif parfait. Je pense, évidemment, encore une fois, disclaimer, évidemment, je suis pas, ça me fait pas plaisir de dépenser de l'argent, donc si c'était gratos, ça serait encore mieux. Mais je trouve que je, c'est un produit qui est très bien fini. Enfin, c'est vrai, il y a un vrai côté, effectivement, musée interactif, où on va vous allez littéralement visiter votre Nintendo Switch 2, voir tous les éléments, on va vous expliquer comment fonctionnent les aimants des Joy-Con, par exemple, comment fonctionne l'écran, des notions techniques, des notions de FPS, 60 FPS, 120 FPS, qu'est-ce que c'est que le VRR, etc. etc. Plein de petits ateliers, que ce soit des mini-jeux ou vraiment des trucs qui tiennent moins du jeu, mais plus de l'expérience interactive. Donc voilà, ça fait le taf, c'est vraiment très bien fait, c'est très propre, c'est très élégant. Est-ce que ça aurait été mieux si c'était inclus directement? Évidemment oui, je ne veux pas tourner autour du pot. En l'état, pour 10 euros, si vous êtes
si vous êtes vraiment quelqu'un qui est curieux de savoir comment fonctionnent les choses, je trouve pas que ce soit du vol. Voilà. On est sur du 5-6 heures, c'est vraiment pas très très long, mais c'est bien fait et bien fini, donc c'est pas honteux en soi. Et je pense que voilà. Donc rien de plus à ajouter là-dessus, c'est vraiment très sympa. Ensuite, et pour terminer sur le démat, Fast Fusion, donc qui est d'un studio allemand qui s'appelle Shirain, j'ai envie de mémoire, qui a fait beaucoup de jeux de lancement, qui a beaucoup travaillé sur des consoles Nintendo, qui sont en fait un peu des magiciens de la technique, c'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à pousser très rapidement, ils sont très malins pour afficher, euh, pour pousser un peu les limites techniques des consoles sur lesquelles ils travaillent. Il me semble qu'ils avaient fait un jeu il n'y a pas longtemps qui s'appelait The Tourist, qui était un des rares jeux Xbox Series X qui tourne en 8K, si je dis pas de bêtises, 8K ou sur PS5, je sais plus, enfin bref. Ils avaient fait aussi un jeu de shoot sur GBA qui est vraiment incroyable. Enfin bref, les mecs sont très très forts en technique. Le Fast Fusion, il me semble, c'est le troisième épisode, il y en avait déjà un sur Wii U que je n'avais pas fait. Mais ils avaient sorti un Fast Remix qui était sorti sur Switch, sur la première Switch que j'avais au lancement et qui fonctionnait déjà très très bien et qui était vraiment très, très cool. Et celui-là, c'est vraiment dans la lignée. Alors, c'est un jeu de course qui coûte entre 15 et 20 euros de mémoire. Et si vous êtes. En fait, moi, la seule limite du jeu, en gros, c'est un jeu qui est très très bien fait. C'est un jeu de course futuriste avec une gestion du boost, une gestion de la nitro, avec même une dimension Ikaruga, c'est-à-dire que votre véhicule peut changer de couleur. Et il faut changer la couleur pour s'adapter aux boosts qui sont sur la piste, donc être de la bonne couleur pour éviter de prendre des dégâts et au contraire prendre de la vitesse. Donc il y a une notion de réflexe, il y a une notion même de rendre, enfin voilà, il faut vraiment de boost, etc. Ça fonctionne très très bien. Moi je trouve juste que c'est en fait, c'est un peu comme les autres jeux du studio, c'est juste que ça manque d'un point de vue, en fait pour que ça soit vraiment un classique, ça manque juste un tout petit peu de personnalité dans la direction artistique, pour moi, c'est ça qui fait la différence entre un jeu comme ça et un Wipeout et un F-Zero. C'est vraiment, il leur manque plus que ça. Parce que vraiment, le gameplay est propre, il est solide. La sensation de vitesse, elle est excellente. Techniquement, encore une fois, ça tourne super bien. Donc, que ce soit en portable ou sur télé. Donc, voilà, c'est un très très bon jeu. Surtout pour le prix. Ça, franchement, si vous voulez de la course futuriste, si vous êtes en déj de course futuriste, c'est vraiment un super deal. Voilà, c'est juste que pour moi, pour vraiment que les mecs rentrent dans la cour des grands, il leur manque vraiment juste un chouïa, mais sinon c'est tout à fait recommandable. Et donc, on va pouvoir attaquer le reste des jeux de lancement. Alors, je pense qu'on va commencer tout de suite par les deux portages qui sont les moins surprenants. C'est les deux Zelda, donc Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Donc ça, c'est les versions cartouches. Mais vous savez sûrement que si vous êtes abonné Nintendo Online, vous avez accès à ces mises à jour gratuitement. Donc il vous faut le jeu de base, mais vous avez la mise à jour Switch 2 gratuite. Et je vous conseille vraiment, si vous pouvez le faire, faites-le, essayez juste par curiosité, même si vous n'avez pas envie de vous refaire une partie entière. Jouez-y parce que, encore, c'est une de mes plus grosses claques de la Switch 2. C'est, en fait, c'est hallucinant. En fait, ces jeux-là, déjà, bon, on parle de jeux légendaires, de chefs-d'œuvre, parmi les plus grands jeux de l'histoire. Allez. Et en fait, les jeux sont transformés en. Alors, c'est pas de la 4K, il me semble que c'est du 1440p, upscalé en 4K, en tout cas, c'est pas de la 4K native. Mais alors, en haute résolution et en 60 FPS, les jeux sont transcendés. C'est vraiment, je n'exagère pas. Pourtant, c'est des jeux que je connais bien. Breath of the Wild, j'avais fait 2 parties complètes. Tears of the Kingdom, bon, je l'ai fini c'était il n'y a pas encore si longtemps. Donc, c'était des jeux que j'avais plutôt bien en tête. Je me suis pris une méga claque. Ça m'a donné envie. J'ai commencé, et alors, du coup, j'ai commencé une nouvelle partie de Tears of the Kingdom
Et sans m'en rendre compte, j'ai joué plusieurs heures dessus parce que le jeu est tellement efficace. Et en fait, j'espère qu'il y a des gens. Je suis très très jaloux des gens qui vont découvrir ces jeux dans ces conditions-là. Parce que. Et d'ailleurs, aux commentaires de la précédente vidéo, il y avait des gens il y a quelqu'un qui a mentionné qu'il n'avait pas la Switch 1 et qui allait découvrir les jeux de la Switch 1 sur la Switch 2. Et ben, bah écoute, tu as énormément de chance. Parce que découvrir ces jeux. En fait, c'est quelque part, c'est comme ça que j'aurais voulu les découvrir maintenant. Mais en tout cas, c'est vraiment très très agréable de les reparcourir avec la HDR, avec toutes les conditions techniques qui vont bien. Il y a aussi l'application Zelda Note qui vous, en tout cas pour Tears of the Kingdom, qui vous donne accès à des modèles de construction pour vous faciliter la tâche. Honnêtement, j'ai pas essayé, ça m'intéresse pas beaucoup, mais vraiment rien que pour la mise à jour graphique, ça vaut le coup, vraiment, faites-les. Ne serait-ce que pour tester, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Probablement, l'autre jeu que j'ai poncé le plus, mais sans le vouloir, c'est Street Fighter 6. Street Fighter 6, excellent portage. Donc, Street Fighter 6, donc vous savez, je vous ai déjà cassé les pieds suffisamment avec ça. Ça fait partie de mes jeux préférés de cette génération, enfin de la génération, j'allais dire précédente, mais c'est un jeu, il me semble, PS4 aussi, PS4, PS5. Donc j'ai déjà passé beaucoup de temps sur PS5, sur PC, sur Steam Deck. Donc c'est un jeu que je connais bien, que j'adore, que je prends toujours. En fait, c'est mon jeu comfort food. En fait, c'est-à-dire que quand je sais pas à quoi jouer, je lance Street Fighter, je fais soit du mode arcade, soit je me fais péter la gueule en ligne, et je sais que je vais passer une 30, 40, 50 minutes de qualité, que je vais bien m'amuser. Et donc voilà, j'étais méga chaud pour tester la version Switch 2, je l'ai pris tout de suite. Et le portage est super réussi, voilà. Autant être clair, ça fonctionne très très bien. On sent en fait là où ils ont le tour de passe-passe pour que ça tourne, je pense, correctement, c'est qu'ils ont pris les modèles. On sent sur certains détails que c'est des modèles basse résolution au niveau des personnages. En fait, pour vous donner un exemple concret, bah, par exemple, Akuma ou Gookie, Akuma, il a une espèce de collier avec des grosses billes autour de lui, comme ça. En fait, si vous jouez sur PlayStation, vous allez avoir les billes bien détaillées, bien rondes, etc. Là, les billes, elles ont des angles, etc. Elles font, quand on regarde, quand on fait pas gaffe dans le feu de l'action, on s'en rend pas compte. Mais en fait, quand on regarde, surtout à l'écran de sélection des personnages, on se dit tiens, c'est marrant, mais effectivement, il y avait plus de détails normalement. Et ben en fait, c'est ça. C'est juste que ils ont gratté par-ci par-là, mais au final, quand vous êtes dans le jeu, que ce soit sur grand écran ou que ce soit sur l'écran de la console, en particulier sur l'écran de la console, on se rend compte de rien. Et du coup, bah, j'ai beaucoup joué à cette version Switch 2. J'ai lancé par curiosité le mode solo, donc le mode World Tour, parce qu'il tournait vraiment très très mal sur Steam Deck. Et donc là, j'étais curieux. Et donc, effectivement, bizarrement, les combats sont à 30 FPS en World Tour. Mais bon, écoutez, on va pas se mentir, moi, le World Tour, j'en ai un peu rien à faire. C'est cool s'il y a des gens qui sont ultra fans du mode World Tour. Alors, dans ce cas-là, et si vous avez prévu de jouer que au mode World Tour, peut-être ne prenez pas cette version Switch 2 et restez sur votre version PlayStation 5. Pour tous les autres, pour moi, Street, bah, c'est un jeu d'arcade, c'est un jeu pour jouer en ligne. Le mode en ligne fonctionne super, il y a du crossplay, donc c'est-à-dire que en permanence, il y a des gens dispo pour jouer. Ça, c'est le grand point fort de Street 6. C'est la qualité de son mode en ligne. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps des gens, peu importe que vous jouez le matin, le soir, en pleine nuit, il y aura tout le temps des gens pour venir jouer avec vous. Et dans un jeu de combat sur la longueur, c'est vraiment ce qui fait tout. C'est la facilité à pouvoir lancer des matchs et relancer, relancer, relancer. Et ça fonctionne super. Ce portage vraiment Switch 2 est super réussi. Graphiquement, ça fait largement le café. En tout cas, c'est largement suffisant pour s'éclater. Là, au niveau des maniements, alors si vous jouez si vous jouez directement sur la console, effectivement, les sticks, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Je parle même pas de la croix.
mais la manette Pro fonctionne super pour les jeux de baston, donc voilà. Donc grosse recommandation. Est-ce que vous soyez déjà un gros joueur de Street et que vous cherchez une version nomade, ou que si vous avez toujours pas découvert ce jeu fantastique, vraiment grosse recommandation du lancement, vraiment un portage de très bonne qualité. Portage de très bonne qualité, bah écoutez, là on va. Il y a maintenant, de toute façon, c'est que honnêtement, je vais spoiler, c'est que globalement, mon impression générale, c'est que les portages ont été vraiment très bien travaillés de la part des différents éditeurs tiers. Mais évidemment, la star, celui que tout le monde voulait voir sur Switch 2, c'était Cyberpunk. Cyberpunk, et bah écoutez, le portage est on peut le tourner dans tous les sens. C'est-à-dire qu'en fait, moi je veux bien. Oui, c'est pas aussi beau que sur ma PS5. C'est une blague par rapport au graphisme sur mon PC ou en 2025, comment on peut jouer à un Cyberpunk qui a cette gueule-là. Les gars, la machine, elle fait cette taille-là, c'est une tablette en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, de l'épaisseur du machin. Cyberpunk, il tourne bien dessus. Et en fait, le simple fait qu'il tourne, mais en plus qu'il tourne correctement, et que vous puissiez faire le jeu de A à Z là-dessus, sans avoir envie de sauter par la fenêtre, c'est un miracle. En fait, que ça soit, il faut. Moi, je veux bien. En fait, après, à partir de là, que chacun ait ses préférences, que vous préfériez jouer dans le confort de votre canapé avec full option, que ce soit sur PS5, Xbox Series X ou sur un énorme PC, que vous vouliez avoir les full détails, etc. Ça, je suis le premier à le comprendre. C'est-à-dire que j'ai une PlayStation 5 Pro justement pour profiter aussi, pour le plaisir de profiter de graphismes de bonne qualité en fait. Donc c'est pas moi qui vais vous. C'est pas en soi, c'est tout à fait normal. Mais il faut mesurer en fait l'ampleur du truc. C'est-à-dire que même le fait qu'on ait 2h15 de batterie, 2h15, 2h20 de batterie sur Cyberpunk, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais en fait, en gros, au niveau de la batterie, pour Cyberpunk, Mario Kart c'est la même, ça va être 2h15, 2h30. Street Fighter, je pense que c'est à peu près pareil. Street Fighter, c'est même. Je pense qu'on est en moins de 2 heures si vous jouez en ligne, parce que le jeu en ligne pompe beaucoup. Mais sinon, de manière générale, si vous faites du mode arcade, vous êtes tranquille pendant 2 voire 3 heures. Et sinon, Bravely Default, je pense qu'on est à plus de 3 heures. Yakuza, tranquillement, je pense les 3 heures faciles. Et Raido Remastered, un peu plus de 3 heures. Donc, le fait qu'on ait 2h15 de Cyberpunk qui tourne et qui est jouable sur une console comme ça, c'est très bien en fait. C'est vraiment. Il n'y a pas de. C'est pas une hot take, c'est pas un scandale, il n'y a pas de révélation, oh mon dieu, Nintendo va mourir, etc. Il faut vraiment se calmer parce que je pense qu'il y a vraiment. Autour de la sortie de la Switch 2, il y a beaucoup d'hystérie, alors en positif, mais surtout en négatif. On sent qu'il y a vraiment une volonté de faire des titres, du clic, etc. Tous les jours, les mecs ils trouvent un scandale. Alors honnêtement, sur la qualité des jeux que je vous présente ici, franchement, la console peut être fière. Enfin, on est sur un line-up vraiment ultra solide. Mais bon, je saute directement à ma conclusion. Donc pour Cyberpunk, j'ai recommencé une partie de zéro. Et bah écoutez, j'ai trouvé ça super plaisant que ça soit. Alors, sur l'écran de ma télé, ça reste tout à fait agréable. Évidemment, c'est pas aussi beau que sur ma PS5, sur mes versions PS5, mais c'est propre, c'est lisible. Donc voilà, globalement, c'est une version qui correspond à de la PS4 Pro, Xbox Series X, avec parfois même un peu plus de détails en plus. C'est clairement mieux que quand j'ai essayé de jouer sur Steam Deck. Ça, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça reste Cyberpunk, donc avec toutes les qualités, les défauts de Cyberpunk. Mais voilà, moi j'ai commencé une partie et j'étais pris. Donc ceux qui connaissent Cyberpunk savent que l'intro, enfin tout, la première partie du jeu ou l'introduction du jeu, si vous voulez, dure quand même un moment.
et elle est ultra efficace, on se laisse porter par les différentes cutscenes, par les différents trucs, et ben en fait j'étais toujours autant à fond, ça fonctionnait super bien. Même après, quand j'ai pu explorer un peu plus la ville, c'est passé super bien en termes de confort de jeu, de framerate, etc. C'est correct, c'est stable. Enfin, moi je trouve ça vraiment très impressionnant d'avoir ça sur une machine portable. C'est moins impressionnant quand on le regarde sur l'écran de la télé, mais dans tous les cas, ça reste vraiment un portage solide. CD Projekt. Donc c'était un portage qu'ils ont fait en interne, contrairement au portage de Witcher 3 qui était réalisé par Saber Interactive ou Saber Entertainment, je sais plus, ou Saber juste. C'était un portage réalisé en externe. Là, c'était réalisé directement chez CD Projekt. Et c'est du très très bon travail. Voilà, donc si vous et surtout donc si maintenant que ça va faire, on va bientôt fêter les 5 ans de Cyberpunk, de Cyberpunk 2077. Si vous l'avez jamais fait, franchement, allez-y, parce que c'est vraiment un RPG solide, un RPG très très action. Enfin, ça dépend comment vous le voyez, mais ça reste quand même un RPG très très action. Mais c'est un jeu ultra solide avec un univers que j'adore. Je suis vraiment fasciné par cet univers. Je le trouve vraiment, pour moi, le point fort du jeu. Et si vous l'avez jamais fait, faites-le. Et si vous l'avez peut-être fait à la sortie et vous avez peut-être soit pas fait le DLC ou soit vous avez un peu de nostalgie, vous commencez à avoir une certaine nostalgie pour le jeu, c'est un très bon moyen de refaire le jeu. Les deux prochains jeux sont aussi deux jeux. Alors, donc, encore une fois, Raidu vient de sortir, donc là, je vais aller très très vite. Les deux là, j'ai quand même pu faire quand même quelques heures dessus chacun. Je vais commencer par Yakuza 0 parce que c'est un jeu que je connais très très bien. Puisque j'avais fait déjà deux fois. Enfin, c'est un jeu que j'ai déjà fait par deux fois avant. Donc là, j'en suis à ma troisième partie sur Switch 2. Excellent portage. Voilà, c'est très solide, ça fonctionne bien. En plus, en termes de batterie, du coup, ça tient plutôt bien. Je pense que j'ai pas fait de calcul de timer, mais je crois que les 3 heures, la barre des 3 heures est franchie tranquillement. Je me suis pas encore rendu trop compte des ajouts parce que en termes, je crois, il y a des scènes supplémentaires, etc. Mais c'est peut-être moi qui ai pas fait gaffe, c'est possible. Mais les sous-titres sont enfin en français, donc ça c'est cool parce que ça faisait partie des jeux de la série qui n'avaient pas le droit de sous-titres en français, donc ça enfin. Et c'est Yakuza 0, c'est un excellent jeu. On est sur un beat'em all scénarisé, donc comme beaucoup d'épisodes de la série. Alors, il y a eu les épisodes récents sont devenus des RPG en tour par tour, mais là on était vraiment dans l'époque du beat'em all. Et Yakuza 0, en fait, ça fait partie de ces jeux à une époque en fait, ça fait partie des jeux qui ont incarné un peu le réveil du jeu vidéo japonais à la génération PlayStation 4. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais la génération PS3 360, c'était une période qui était assez dure au niveau des jeux Jap. En tout cas, moi qui suis super fan de jeux Jap, c'est vrai que c'était une période un peu compliquée. Les gros éditeurs, notamment même Capcom, etc., ont traversé une période un peu difficile. Et puis, à l'époque de la PS4, il y a eu plusieurs jeux qui sont apparus à peu près tous dans la même période. En fait, je me souviens que ça avait commencé avec Resident Evil 7. Il y avait eu Gravity Rush 2 chez Sony, Yakuza 0 de Sega, et probablement encore un autre qui est fort, évidemment là ça me revient plus, mais en fait ça faisait partie des jeux qui ont incarné un espèce de réveil du jeu vidéo japonais, où tout d'un coup on se dit ah ça y est, les jeux Jap sont de retour, en plus en incarnant, en apportant un peu la fraîcheur vraiment typique du jeu vidéo japonais, avec un peu ce grain de folie, ce qu'on trouve pas en fait dans les productions occidentales. Et Yakuza 0 c'est vraiment l'incarnation vraiment parfaite de ça, puisque c'est à la fois vous avez un drama très intense, une histoire vraiment une pure histoire de Yakuza avec des enjeux, une histoire de bien immobilier. C'est un drama voilà, qui tourne autour d'une parcelle que différents gangs, ou en tout cas différents groupes, veulent obtenir sur le territoire euh, de, de, euh,
suis désolé, c'est la chaleur, j'oublie les noms, mais bref. De la fameuse ville où se passent tous les épisodes de Yakuza. Donc il y a une parcelle de terrain que tout le monde veut obtenir, et donc ça va créer tout le drama autour duquel tourne cet épisode. Vous avez à la fois l'histoire de Kiryu Kazuma dans ses jeunes années, mais aussi on va découvrir les origines de Goro Majima, qui est un personnage phare de la série Yakuza, et là on le découvre comme on ne l'a jamais vu. Et donc enfin, on va le voir sous un œil complètement différent. Il va avoir droit à un arc scénaristique génial vraiment que j'adore. Son histoire est vraiment super. Une histoire avec une jeune fille aveugle qui est vraiment réussie. Donc une super histoire. En fait, le jeu vous tient vraiment avec son histoire, avec une quantité de mini-jeux, de quêtes annexes, etc. C'est plein. En fait, si vous le faites en ligne droite, je pense qu'il y a déjà quand même pas mal d'heures. On est j'ai envie de dire entre 30 et 40 heures. Vous pouvez largement doubler si vous voulez le faire à fond. Il y a le fameux jeu du cabaret, il y a le jeu des petites voitures. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Évidemment, il y a toujours le fameux karaoké. Il y a il y a les coups de fil coquins que je vous laisse découvrir, qui est un mini-jeu absolument fantastique. Donc un très très grand jeu. Honnêtement, moi ça fait partie de mes jeux préférés de la génération PlayStation 4. C'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'on peut le dire. C'est vraiment un des grands grands jeux de la série. L'avantage, c'est que si ça peut être tout à fait votre premier Yakuza, même votre seul Yakuza, il n'y a pas de souci. Donc très grand jeu, portage très propre. Évidemment, on voit que c'est un jeu PlayStation 4 qui a désormais au moins 10 ans, probablement. Mais ça fonctionne toujours aussi bien. Évidemment, les animations, etc. Si vous venez de vous faire le dernier Yakuza, vous allez sentir bien la différence. Mais il n'empêche que c'est toujours aussi fun à jouer. On met des bonnes grosses patates qui font mal. Donc voilà, ça fonctionne toujours aussi bien. Yakuza 0, donc ça c'est fait, et on arrive sur la fin avec le remaster de Bravely Default. Donc encore une fois, j'en profite pour replacer ma magnifique figurine de Agnès Oblige. Donc voilà, un jeu qui m'avait vraiment marqué, qui a un petit coup de cœur de la 3DS. Alors je parlais de renaissance du jeu vidéo japonais, en fait Bravely Default, il est venu à une époque où on s'était dit, où le RPG Jap était un peu dans le mal, et il a incarné, je me souviens, c'était suite aussi un peu à la déception de Final Fantasy XIII, etc. Et il est arrivé, il a redonné un peu ce goût à l'ancienne. C'était vraiment le RPG comme le fait grand-mère, en fait. Le café, ouais, là, un peu oui, c'est ça, hein, il y avait un petit côté tarte aux pommes de grand-mère, avec vraiment la volonté de se remettre dans une ambiance typique des Final Fantasy à l'ancienne, donc vraiment pré-Final Fantasy VII, avec des cristaux, une intrigue vraiment très simple, des cristaux, quelques trahisons, un grand méchant, etc. Un groupe d'aventuriers, un système de job, et en fait, ça a marié un peu cette ambiance à l'ancienne, avec énormément, aussi un des charmes de ce jeu-là, c'est que les mecs ont vraiment essayé de moderniser tout ce qui pouvait être lissé en termes d'évolution, de combat, de système de job, etc., en termes de confort de jeu. Voilà, ça a été un maximum d'efforts a été fait de ce côté-là, et ce qui fait qu'aujourd'hui, même si c'était un jeu portable, je trouve que le jeu se fait toujours aussi bien, et c'est un jeu, si je devais utiliser un seul mot pour le résumer, c'est charmant. C'est un jeu qui est absolument charmant. Que ça soit de par son esthétique, donc comme vous pouvez les voir, c'est donc avec un caractère design de Yoshida, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment somptueux, enfin très simple, mais qui fonctionne très très bien. Donc c'est très charmant déjà visuellement, une bande son dans l'histoire, qui fait partie de l'histoire du RPG Jap par Revo. Je vous encourage à aller l'écouter sur les services des plateformes de streaming, donc Bravely Default, vous la trouverez très facilement, qui est vraiment qui vend le jeu, qui fait énormément pour l'ambiance du jeu avec la direction artistique. Et donc
si... En fait, c'est un jeu qui reste très agréable à faire de par tous les efforts qu'ils ont fait pour le confort de jeu. Donc, c'est-à-dire que les combats peuvent être accélérés. Sur la map, vous pouvez délimiter, enfin, choisir la fréquence des combats. Le système de job est super souple, donc tous les persos peuvent faire tous les jobs. Vous pouvez très facilement customiser vos personnages, prendre des compétences à droite à gauche, etc. pour faire votre team un peu comme vous le voulez. C'est un jeu qui est ultra flex. Parfois, peut-être certains pourraient dire presque trop. Et les jeux, peut-être certaines personnes pourraient presque préférer qu'il y ait un cadre bien plus fixe. Mais c'est vraiment un jeu que vous allez consommer vraiment comme vous le voulez. Si vous voulez rentrer, enfin voilà, si vous voulez enchaîner les combats, enfin voilà, c'est vraiment vous allez pouvoir l'aborder exactement, le faire à votre manière. Et c'est ultra agréable. Et si vous voulez enchaîner les combats sans vous prendre la tête, vous pouvez même programmer les combats. C'est-à-dire que si vous voulez, vous savez en permanence, vous allez affronter des mobs qui n'ont pas un gros niveau. Et ben vous pouvez simplement dire au jeu, bah voilà, moi je veux que tel perso il fasse tel type de coup, etc. Et puis bis repetita, et le jeu va jouer entre guillemets pour vous, et ce qui va vous permettre de gagner des niveaux très rapidement. Donc c'est ultra agréable, ça fonctionne très très bien encore aujourd'hui. Et je trouve que, alors la seule limite évidemment de ce jeu, c'est que bah, ça se voit que c'est un remaster d'un jeu 3DS, c'est-à-dire que graphiquement ça va mettre de claque à personne, c'est pas très impressionnant, mais en fait le travail qui avait été fait à l'époque sur les décors qui ont un côté vraiment décor à la main, un peu comme justement les Final Fantasy, ça fait penser beaucoup au Final Fantasy de l'époque PlayStation, surtout Final Fantasy 9 de ce côté-là, et où on a l'impression de se promener parfois dans des tableaux. Bah, ils ont repris un peu cette ambiance pour certains passages, pas systématiquement, mais pour certains passages, et ça fonctionne très bien, et ça a très bien vieilli de ce côté-là. Sinon, évidemment, le modèle des personnages, il y a un côté Playmobil, on va pas se mentir, mais qui reste tout à fait agréable. Donc, largement, je peux vous le recommander sans problème, surtout qu'il coûte 30 €. Et pour 30 €, le rapport qualité-prix, durée de vie, c'est un très bon jeu d'été, par exemple. Si vous voulez un bon petit RPG à vous faire cet été en partant en vacances, n'hésitez pas, pensez à Bravely Default Remastered. Et enfin, pour conclure cette longue vidéo, Raidu Remaster qui est sorti la semaine dernière. Alors celui-là, j'ai eu le temps d'y jouer que quelques heures, donc je vais vous donner un avis vraiment qui ne vaut rien du tout, c'est vraiment juste des premières impressions. Bah écoutez, moi je l'ai pris parce que je suis fan de jeux Atlus, donc évidemment Shin Megami Tensei, Persona, et ce jeu en fait est un dérivé de la série Shin Megami Tensei. Enfin, c'est un cousin éloigné, c'est plus un dérivé de la série Devil Summoner qui est elle-même un dérivé de la série Shin Megami Tensei. Mais vous allez retrouver, si vous avez joué ne serait-ce qu'à un Persona dans votre vie, vous allez retrouver beaucoup du bestiaire habituel des Persona, des Shin Megami Tensei. Euh, Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est l'ambiance. Alors en fait, il y a deux trucs pour moi qui me plaisent beaucoup dans ce jeu. C'est l'ambiance, puisqu'on est en début du XXe siècle, et donc il y a vraiment un côté... ça fait un peu, moi ça me fait penser beaucoup à Persona 4, dans le sens où ça se passe dans une petite ville, avec des enjeux vraiment très resserrés, un cadre de jeu assez resserré, en tout cas là où j'en suis en début de jeu. Je trouve que ça donne un certain charme au jeu de se passer dans une petite ville, dans un cadre assez modeste. Et en fait, on joue un enquêteur qui peut invoquer des démons et qui utilise ses pouvoirs d'invocateur pour résoudre des énigmes. Donc, vous allez être appelé. Donc, la première intrigue, c'est une jeune fille a disparu. Il va falloir mener l'enquête. On peut utiliser évidemment ces démons évidemment pour combattre, et je vais revenir dessus juste après, mais aussi dans un process d'enquête, donc c'est-à-dire pour interroger des gens. On peut utiliser les pouvoirs d'un démon pour lire dans les pensées de quelqu'un, pour réveiller quelqu'un qui était un peu amorphe, par exemple, etc., etc. Donc il y a un côté déjà là-dessus, je trouve ça c'est plutôt bien trouvé, c'est assez intéressant. Le système de combat est encore plus intéressant puisque c'est pas du tour par tour, c'est en temps réel. Vous êtes sur votre terrain et vous êtes accompagné par deux démons.
Et donc vos démons vont se battre automatiquement, mais vous pouvez leur dire, vous pouvez choisir est-ce qu'ils utilisent des attaques de base ou des attaques qui consomment de la mana. Et vous, de votre côté, vous pouvez aussi vous battre, soit en utilisant des attaques faibles, mais qui donnent de la mana, qui va créer de la mana, donc vous commencez à voir à peu près comment ça fonctionne. Donc vous vous occupez de farmer de la mana pendant que vos démons l'utilisent pour balancer des super attaques, ou vous pouvez donner des coups forts qui font beaucoup de dégâts, mais qui produisent peu de mana. Pardon. Donc je trouve que le système de combat est très malin, c'est vraiment très intéressant, quelque chose que j'avais très peu vu. Moi, ça me fait penser à Pokémon si le dresseur pouvait aussi mettre des coups de tatane aux Pokémon d'en face. En fait, c'est assez étonnant et ça fonctionne bien. Je trouve ça très intéressant. C'est le remaster d'un jeu PlayStation 2 de base. Alors graphiquement, ça se voit, mais il y a eu quand même un énorme travail. Alors ils sont très humbles d'appeler ça un remaster parce que pour moi c'est vraiment presque un remake. Quand je vois les images du jeu de base, je n'ai pas joué au jeu de base. Mais quand j'ai vu les images, par curiosité, je réalisais qu'il y avait eu un énorme travail de fait, que ce soit évidemment graphiquement, en termes de confort de jeu, etc. Parce qu'il me semble que dans la version de base, on n'avait qu'un seul démon, là on peut directement en gérer deux. Et puis il y a une ambiance, en fait, cette ambiance d'enquête, un peu posée, comme ça, je la trouve très très sympa. Du coup, ça correspond à pas grand chose d'autre en fait dans ce style de jeu. Donc si vous cherchez quelque chose d'un peu différent, si vous êtes déjà un peu familier à l'univers de Shin Megami Tensei et ou Persona et que vous cherchez un petit peu quelque chose pour vous mettre sous la dent en ce moment, et ben c'est mes premières impressions en tout cas sont ultra positives. Et le petit plus, c'est alors déjà le character design, donc c'est le character designer des Shin Megami Tensei dont j'adore vraiment le look et je trouve que ça rend très très bien. C'est un style qui vieillit très bien en fait. Même il n'y a pas besoin de faire des graphismes très très poussés pour rendre hommage à ce character design. Et la musique, évidemment, on va retrouver notre bon vieil ami Shoji Meguro, donc le compositeur de tous les Persona. Et en fait, c'est hallucinant de se rendre compte que ce jeu est sorti juste avant Persona 3. Et en fait, si vous connaissez bien les bandes originales de Persona, tendez l'oreille. D'ailleurs, la bande originale est dispo sur les plateformes de streaming, donc vous pouvez déjà aller l'écouter. On sent vraiment que le mec était en train de préparer la bande son des Persona parce qu'on retrouve énormément de sonorités dans le style, dans le mix des genres, du jazz, un peu de rock, etc. Et on retrouve déjà son style. Et du coup, bah, comme pour les Persona, la bande son est vraiment excellente. Donc voilà, tout ça, ça nous donne, si je devais conclure donc, sur ce petit tour d'horizon du line-up des jeux de lancement de la Switch 2, bah écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez. Et alors, pour le coup, je réalise pas trop si je suis seul à penser ça ou si c'est un point de vue qui est communément partagé. Mais je trouve que c'est un line-up de lancement ultra solide. Moi, je sais pas si vous vous souvenez, mais la Switch 1, elle est sortie. Alors, évidemment, avec un des plus grands jeux de tous les temps, à savoir Breath of the Wild, ça c'est clair. Mais pendant un mois, jusqu'à Mario Kart, on n'avait que Breath of the Wild. Il y avait des jeux sur le Nintendo eShop, il y avait Fast Fusion, justement, il y avait Remix, je sais plus, enfin bref. Il y avait, comment il s'appelle? Moi je me souviens que j'avais pris Shovel Knight, l'édition intégrale de Shovel Knight. Et puis, bah, il n'y avait pas non plus 250 000 jeux. Il y avait un jeu immense, mais en termes de variété, c'était pas non plus la folie. Ah si, il y avait Sniper Clip qui était chouette. Mais voilà, c'était à peu près tout. Là, honnêtement, tous les jeux que je vous ai présentés, je vous les recommande sans problème. Et dans des versions qui sont tout à fait solides. Voire, voilà, pour les Zelda, elles sont absolument fantastiques et ça transcende, je trouve, la qualité des jeux originaux. Mais Yakuza, vous pouvez le découvrir là-dessus. Enfin, le portage est super propre. Street Fighter, le portage est méga propre. Cyberpunk, toute proportion gardée, le portage est réussi. À l'échelle de ce que peut faire la console, vraiment, c'est tout à fait recommandable. Et vous avez aussi, si vous voulez des jeux un tout petit peu moins ambitieux graphiquement, mais aussi très intéressants à faire, vous avez Bravely Default et Raido Remaster.
Donc du RPG, de l'action, du RPG d'ailleurs, RPG occidental, RPG japonais, de l'action, de la baston, vraiment, de la course, et évidemment Mario Kart, le jeu multijoueur pour mettre tout le monde d'accord. Franchement, je tiens pas spécialement vraiment à tresser des lauriers à Nintendo, et le jour où, si jamais voilà, la ludothèque finit par se casser la gueule et décevante, je serai le premier à le dire, il n'y a pas de souci. Euh, En l'état, je trouve que c'est un line-up de lancement ultra solide. Moi, ça me fait penser un peu au lancement de la GBA, où il y avait pareil beaucoup de jeux dans plein de styles différents. Il y avait du Castlevania, il y avait Tony Hawk qui a fait F-Zero, il y avait voilà, il y avait il y avait Mario, le portage de Mario 2, donc Super Mario Advance. Donc il y en avait vraiment pour tous les goûts. Et il y avait Rayman qui était sorti peu après, il me semble, la sortie de la console. Bref, il y en avait vraiment dans tous les styles, dans tous les genres. Et voilà, je trouve qu'on est un peu sur ces lignées. Donc déjà, la console est à peine sortie que tout le monde peut déjà faire son marché et s'y retrouver. Et il y a du bon, il y a du très bon. Peut-être qu'il manque évidemment un espèce de chef-d'œuvre incontestable comme pouvait l'être Breath of the Wild. Mais voilà, Donkey Kong Bonanza arrive. C'est plus qu'une question de semaines maintenant. Donc voilà, c'est pas. Je pense que ça sera un très grand jeu. Est-ce qu'il sera à la hauteur de. Est-ce que ce sera un classique absolu? Ça, on verra. Mais je pense que ça sera au moins un très bon jeu. Et on aura déjà. Qui va nous régaler pendant tout l'été, je pense. Mais écoutez, pour moi, c'est tout. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce à quoi vous avez joué sur Switch 2, quels sont les jeux que vous me recommandez, les portages, les jeux de manière générale, ce à quoi vous avez joué sur votre Switch 2. N'hésitez pas si vous avez des recommandations ou des commentaires par rapport à ce que j'ai dit. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et puis, bah, profitez bien de votre Switch 2 ou de manière générale de votre console. De toute façon, vu la chaleur, c'est le temps parfait pour rester chez soi, volet fermé, avec une bonne glace et geeker comme un gros cochon. Donc, je vous souhaite du bon jeu et à la prochaine. Salut!